Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Quand on est écolo au boulot, qu'on parle de CO2, on vient rapidement à s'interroger sur la comptabilité carbone. La comptabilité carbone, c'est le fait de quantifier l'impact des activités humaines sur le dérèglement climatique. Selon la méthode utilisée, on va parler de bilan carbone, d'inventaire carbone, d'empreinte carbone ou de bilan de gaz à effet de serre. Un bilan de gaz à effet de serre, en fait, ça permet de connaître à l'échelle d'une entreprise ou d'une organisation l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre afin d'identifier des leviers d'action et de réduction. J'en parle souvent parce que pour moi, c'est très important de se donner des ordres de grandeur. Par exemple, dans mon entreprise, est-ce qu'il vaut mieux dépenser de l'argent pour transformer la flotte de véhicules thermiques en électriques ou alors rénover tout le bâtiment ? Sans cette comptabilité, c'est difficile à dire. Pour moi, quantifier les impacts de chaque décision permet de savoir sur quoi on doit dépenser de l'énergie en priorité. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine de WeCount. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Écolo au boulot et merci pour l'accueil parce qu'on enregistre depuis vos locaux. Alors, vous proposez une plateforme en ligne pour mesurer ses émissions de CO2 en tant qu'entreprise et définir ainsi sa stratégie climat. Et je me suis intéressée à WeCount parce que vous avez un outil que je trouve incroyable, je vous l'ai déjà dit. C'est un calculateur de son impact carbone professionnel en tant que salarié en fait. D'ailleurs, vous le proposez en accès libre. Donc tout le monde peut aller mesurer son impact professionnel. D'ailleurs, j'ai regardé un Français moyen, ça émet 2,5 tonnes de CO2 en moyenne par an par le fait d'aller au travail. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir pour vous si c'est plus ou moins important et vous comparer à cette moyenne. Donc, Marine, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter WeCount en quelques mots et nous expliquer pourquoi vous avez développé cet outil qui s'appelle Mon Empreinte Pro ? Oui. Alors, WeCount, je vais commencer par WeCount. Nous, on est une société qui forme et outille en fait les chargés de mission RSE, enfin tous les leaders de la transition carbone dans leur entreprise pour les aider à porter ces sujets et à décarboner en fait leur entreprise. Donc notre idée, c'est vraiment de former et d'outiller. Ça, c'est vraiment les mots-clés. Et moi, au sein de WeCount, je suis en charge du développement de nos outils et de l'accompagnement de certains de nos clients dans la réalisation de leur bilan carbone et la définition de leur stratégie climat. Et dans le cadre de réalisation du bilan carbone, on se pose forcément la question de quantifier les impacts qui sont liés à la vie professionnelle des salariés. Comment ils viennent au travail, comment ils se déplacent d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'ils vont manger le midi, quels équipements informatiques ils vont utiliser. Donc bien sûr, il y a plein de sources d'informations à l'intérieur de l'entreprise pour trouver ces informations-là. Mais sur le déplacement domicile-travail, souvent, il faut aller les interroger. Et le point de départ, c'est de se dire, quand on fait des questionnaires assez classiques, on a un taux de réponse qui est de l'ordre de, quand on est très bon, de 30%. Donc c'est un peu décevant, on n'arrive pas à mobiliser les salariés autour de ça. Et on s'est dit, en fait, oui, mais on leur pose des questions, mais ils savent pas à quoi ça sert, ils n'ont pas les ordres de grandeur, ils comprennent pas ce qu'il y a derrière. Donc, pourquoi on leur fait pas un questionnaire, un peu comme celui qui existe auprès de l'ADEME, Nos Gestes Climat, qui permet de calculer son empreinte carbone personnelle, mais cette fois, juste ciblé sur le professionnel, pour que d'un côté, on puisse collecter de la donnée, mais d'un autre côté, commencer à les engager, à leur faire comprendre où est-ce qu'ils ont de l'impact, sur quoi ils peuvent agir, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'un point de vue individuel et au sein de l'entreprise. Donc, pour commencer un peu à les sensibiliser et les mobiliser. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé Mon Empreinte Pro et on s'est basé sur le code de Nos Gestes Climat qui est un code open source et qu'on a pu en fait redévelopper vraiment sur la partie professionnelle pour aider les entreprises à collecter des données et à sensibiliser leurs salariés. Ok, oui, c'est un outil qui est très ludique, qui est très bien fait, et en gros ça reprend exactement le même principe, c'est même la même charte graphique, ça ressemble vraiment, si vous avez fait Nos Gestes Climat, Mon Empreinte Pro, vous allez reconnaître un petit peu, sauf que les questions sont différentes. Et du coup vous avez des questions propres à la vie salariée, et justement c'est quoi les principaux postes d'émission auxquels il faut faire attention en général quand on veut calculer son empreinte pro ? Alors, ça dépendra forcément du type de métier qu'on va avoir.
Bon, forcément, les déplacements, ça joue énormément. Donc, si vous vous déplacez beaucoup d'un point de vue professionnel, c'est le poste qui va exploser le plus. Donc, généralement, en fait, quand on le fait au sein d'une entreprise, c'est souvent les postes, le plus à responsabilité qui ont aussi l'impact la plus grande, notamment avec les déplacements professionnels. Après, il y a forcément le déplacement domicile-travail, comment on vient. Si je viens en vélo, j'ai pas du tout le même impact que si je fais 10 km en voiture quotidiennement. Et après, il y a aussi l'usage de l'informatique qui va jouer, les équipements, combien de temps on va les garder. Donc, c'est pour ça qu'on sensibilise aussi sur ce sujet. Et la question de l'alimentation, parce que même si l'alimentation, c'est souvent assez personnel, mais l'offre de restauration que l'entreprise propose peut permettre aux gens de changer leurs pratiques. Ok, donc déplacement, usage de l'informatique et alimentation en priorité, et donc Oui. c'est partie des questions qu'on retrouve dans mon impact pro. Ok. Donc moi, ce que j'ai bien aimé dans ce calculateur, c'est que déjà, on a une information qui est hyper personnalisée. Et je pense que toutes les personnes qui sont déjà allées sur nos gestes climat en général, ça va les intéresser d'aller regarder niveau professionnel comment ça se passe. Par contre, je me dis, un salarié qui, lui, on lui demande de remplir ce questionnaire dans le cadre du bilan carbone de son entreprise, mais qui est pas du tout sensibilisé au CO2, à ces sujets-là, c'est peut-être et qui n'a pas forcément la notion de ce que c'est une tonne de CO2, même quand il voit ses résultats, peut-être que ça lui parle pas du tout. Que c'est peut-être plus difficile de les convaincre. Donc, comment est-ce qu'on fait dans une entreprise pour intéresser aussi ces salariés-là, pour avoir des bons taux de réponse, pour un peu vulgariser cette comptabilité carbone? Alors, il y a toujours plusieurs pistes. En fait, une piste classique, c'est l'organisation de Fresques du Climat pour commencer déjà à sensibiliser. Le questionnaire, il permet aussi, généralement, quand il est diffusé, ça permet aux gens de commencer à se poser des questions. Parce que comme il y a le chiffre à la fin, moi je l'ai fait, je suis à 10, c'est beaucoup ou pas? Toi, t'es à combien? Donc, ils se posent beaucoup de questions entre eux. Donc, c'est là que ça interroge. Et le fait que ce soit chiffré leur permet en fait de vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'il y a derrière. Et après, c'est vrai qu'il y a certains résultats après qui sont recommuniqués à tout le monde avec des chiffres qui peuvent plus parler. Donc l'équivalent en tonnes de t-shirts produits par an, en kilomètres aller-retour, en avion, en voiture, pour justement permettre de retraduire ça, ou alors aussi des métriques qui peuvent être plus proches de l'entreprise, mais ça peut être en kilogrammes de produits que l'entreprise produit chaque année, qui peut être en équivalent. Donc après, à la fin, on donne aux entreprises qui ont fait le questionnaire une synthèse, et elles sont capables de donner quel est l'employé moyen, comment on peut se situer par rapport à l'employé moyen de l'entreprise, pour pouvoir aider justement à communiquer et à engager des pistes de changement et de motivation dans l'entreprise. Ok, ouais, donc mon empreinte mon empreinte pro, l'idée c'est de le faire à plusieurs en même temps pour avoir cet effet d'émulation, de collectif, de comparaison qui va plus nous inciter à le faire, et c'est parce que on va comparer avec son voisin, son collègue, qu'on va se dire, qu'on va s'intéresser au sujet finalement, et qu'on va comprendre. Oui, c'est ça, exactement. Beaucoup plus que tout seul en fait. Et ça permet d'avoir une cohésion d'entreprise en fait autour de ce sujet de la transition carbone, qu'on a peut-être un peu moins quand on remplit juste un Google Form avec quelques questions basiques sans calcul derrière. Ouais, ok, ça marche. Et alors en introduction, vous disiez que vous formez aussi, vous formez, vous outillez sur la partie formation. Comment vous formez les salariés à la comptabilité carbone? La sensibilisation, on en a parlé, ça passe via ce questionnaire-là. Mais la formation, ça va reposer sur quoi? Alors, la formation, on propose des programmes d'accompagnement qui durent 3 mois. Où à la fois on a des journées collectives en présentiel avec d'autres entreprises pour justement aussi pour encore une fois donner de l'émulation, voir ce qui se fait ailleurs, avoir des bonnes idées sur des pratiques qui sont pas habituelles dans l'entreprise. Se sentir un peu moins seul aussi, parce que des fois quand on est tout seul à porter un petit peu son bâton de pèlerin sur la partie RSE et transition carbone, ça fait du bien d'en parler avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques au quotidien. Je suis sûre que ça parlera à beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Et après, on a aussi toute une partie, en fait, toutes des visios thématiques hebdomadaires en lien avec le bilan carbone et la transition, donc sur les déplacements, l'alimentation, l'informatique,
toujours pour bien comprendre les enjeux, en fait, pourquoi on doit agir sur ces thématiques-là, c'est quoi les impacts, d'où est-ce qu'ils viennent, avoir aussi toutes les fausses bonnes idées, ou toutes les fausses informations qu'on entend un peu régulièrement. Vous avez des exemples de fausses Je pense infos notamment par exemple à l'impact des mails. Ah oui. On entend souvent, oui, il faut absolument vider sa boîte mail. Alors oui, c'est une très bonne pratique, mais déjà, commençons à faire durer les équipements qu'on utilise comme les ordinateurs et les smartphones avant de nous attaquer à nos mails. Donc c'est ce genre revenir sur ces informations-là, donc donner en fait une culture générale autour de la transition carbone à ceux qui portent ça dans leur entreprise, et ensuite des idées pour réduire et pour passer à l'action derrière. Donc pour nous, c'est très important de passer par ça, parce que on aura un discours qui est beaucoup plus impactant quand on sait ce dont on parle et quand on a envie d'y aller, quand on est capable de défendre en fait ces idées aussi. Et quand vous dites que du coup c'est des programmes pour les entreprises, quelles sont les personnes qui suivent ces programmes dans les entreprises? Ça va être les responsables RSE, ou il y a d'autres fonctions qui participent? Alors, c'est très varié. On peut avoir des chargés de mission, des responsables RSE, bien sûr, mais on a aussi, par exemple, des responsables RH, des responsables communication. On a eu des responsables de DSI aussi, donc des responsables de production. L'idée, c'est toute personne qui est motivée, en fait, pour porter ce sujet du bilan carbone et de la stratégie climat au sein de son entreprise. Le point clé, c'est la motivation. Ok, ça marche. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences spécifiques. Non, on les apporte au cours du programme, en fait, justement, pour que les gens soient capables de l'apprendre et de le porter par la suite. Ok, d'accord. Alors, pour en revenir au calculateur, une fois qu'on a mesuré son impact pro-personnel, on a des conseils qui s'affichent pour essayer de s'améliorer, comme sur nos gestes climat de l'ADEME. Et alors après, à l'échelle d'une entreprise, ça peut faire peut-être beaucoup de conseils différents par rapport aux pratiques des salariés. En fait, comment est-ce qu'on exploite ces données une fois qu'on connaît l'impact moyen de ces salariés, avec des variations selon ce qu'ils font déjà et ce qu'ils font pas, comment après on peut utiliser ça pour améliorer sa stratégie climat? Alors, forcément, toutes les actions, nous, on a mis toutes les actions possibles et inimaginables. Donc, en effet, la première chose, c'est de les trier et de voir lesquelles sont les plus faciles à mettre en mouvement dans l'entreprise. Généralement, on parle d'actions court terme qu'on peut lancer directement, qui sont peut-être pas forcément les plus impactantes, mais qui permettent déjà de mettre l'entreprise en mouvement. Après, de passer sur des actions plus moyen terme, qui nécessitent peut-être un peu plus d'investissement, par exemple financier ou en temps. De le faire de manière collaborative aussi, de le construire toujours avec les motivés et les volontaires pour travailler sur ces sujets-là. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit juste descendant. Et ensuite, d'avoir des réflexions aussi beaucoup plus... on pousse à avoir des réflexions beaucoup plus long terme aussi, qui sont des changements complets de pratique. Typiquement, une entreprise qui se déplace beaucoup parce qu'elle a des activités à l'international, elle peut réfléchir à comment elle peut changer son activité pour avoir des partenaires sur place et limiter ses déplacements. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'elle fera du jour au lendemain. Donc, c'est un changement qui est beaucoup plus long terme, qui nécessite de se poser et que ce soit un vrai projet d'entreprise. Ouais, c'est pas parce que l'impact le plus important dans mon entreprise, c'est les déplacements professionnels, que c'est le premier sujet sur lequel on va aller. On sait qu'il va falloir s'en occuper, mais il y a peut-être des choses plus faciles que les salariés ont envie de faire. Est-ce que ça leur permet de remonter les gestes qu'ils sont prêts à faire au niveau de l'entreprise? Alors oui, il y en a, ça leur donne des idées sur la première action qu'ils peuvent mettre en place, parce que en fait, justement, le fait d'avoir des ordres de grandeur, ils se disent en fait, oui, bon, c'est vrai que je sais pas, peut-être manger un peu moins de viande le midi, faire une journée en végétarien, c'est un petit pas et j'y vais parce que en fait, je vois que ça a de l'impact et ça me permet de me lancer. Et ça, c'est une décision qui est personnelle, qui n'a rien à voir avec que je peux lancer tout seul. Et après, tiens, je voulais parler des déplacements domicile-travail, mais ça, je vais peut-être attendre le plan de mobilité qui va être fait dans l'entreprise. Donc, ça permet aussi de voir qu'est-ce que je peux faire seul et qu'est-ce qu'on a besoin de faire à plusieurs. Je pense que ça, c'est aussi important en tant qu'entreprise, de montrer qu'il y a une part de responsabilité individuelle et une part de responsabilité collective, comme de toute façon tous les sujets en lien avec la décarbonation.
D'accord, ouais, c'est intéressant de se dire, oui, il y a des choses que je peux faire tout de suite par moi-même, et puis des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille ensemble en tant qu'entreprise. Ok. Donc, mon empreinte pro, ça cible les habitudes, les comportements personnels des salariés. Je me demandais si vous aviez des exemples d'entreprises que vous avez accompagnées et qui, justement, ont mis des actions en place pour réduire vraiment l'empreinte pro des salariés. Alors, je dirais que toutes les entreprises qu'on accompagne finissent par faire des actions pour réduire l'empreinte professionnelle de leurs salariés. Parce que déjà, leur plan de décarbonation ne se fera pas sans leurs salariés. Il faut vraiment embarquer tous les collaborateurs. Et après, il y a toute une partie qui est liée forcément à l'activité de l'entreprise, mais il ne faut pas qu'il y ait de dissonance cognitive. Donc, en fait, si on travaille sur ce que fait l'entreprise, il faut aussi qu'elle soit exemplaire dans sa manière de fonctionner. Donc, il n'y a pas d'entreprise qui dit bah, « moi, je vais d'abord décarboner ce que je fais et, et le reste, je vais le laisser de côté ». On travaille par exemple en ce moment avec des bailleurs sociaux, qui est la partie entreprise, ça représente 2 à 4% de leur bilan carbone. C'est vraiment pas grand-chose par rapport au reste, par rapport au parc de bâtiments qu'ils gèrent. Mais il y a cette notion d'exemplarité et en fait, le fait de réfléchir à l'impact qu'on a, il faut que ce soit dans toutes les actions du quotidien. Donc également sur comment je vais au travail, comment je me déplace, qu'est-ce que je mange le midi et comment le bâtiment dans lequel on travaille est chauffé, etc. Donc il n'y a aucune entreprise qui laisse ça de côté. Donc après, ça commence par des actions souvent, celles qu'on voit régulièrement, c'est des plans de mobilité d'entreprise pour les déplacements domicile-travail, des chartes de déplacement responsables pour les déplacements professionnels. Ça fait partie des actions qui sont assez couramment faites, et les actions de sensibilisation aussi autour de l'informatique et de l'alimentation. Ok. Et je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai cette sensation qu'en fait, si on est sensibilisé soi-même, qu'au quotidien, on mène des actions pour essayer de décarboner le plus possible son quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel, c'est plus facile, c'est plus évident de le faire aussi dans son travail derrière, dans le concret de ce qu'on fait au quotidien, parce qu'en fait, c'est une habitude quelque part qu'on a de toujours réfléchir à faire les choses avec le moins d'impact négatif possible sur l'environnement. Du coup, ça paraît logique en fait de se dire, on va commencer par nous pour être exemplaire, et après on ira chercher le reste, parce que déjà on se sera un peu formé sur nous-mêmes, et ça nous paraîtra tellement cohérent de plus avoir cette dissonance justement entre je fais quelque chose de génial par mon entreprise pour l'environnement, mais alors moi, faut pas regarder. Bah si, tout à fait. En fait, il y a une des entreprises qu'on avait accompagnées qui l'avait très bien dit, où il disait avant on avait du temps pour faire de la RSE, et en fait maintenant on n'a pas de temps pour faire de la RSE ou pour travailler sur les sujets environnementaux. C'est juste qu'en fait c'est tellement évident, ça fait partie de notre quotidien. Comme quand on fait un projet, on l'évalue d'un point de vue financier, on l'évalue d'un point de vue environnemental. Et en fait, ça devient tellement une habitude qu'en fait, c'est même plus un sujet. En fait. Donc, c'est quelque chose qu'on fait naturellement au quotidien. Et bien sûr que c'est plus facile de le faire en s'interrogeant d'abord sur ce qu'on peut faire soi-même, et que ça découle ensuite par la suite. Ouais, complètement. Enfin, je suis assez convaincue que si on commence pas un minimum par soi-même, c'est difficile de le faire sur le reste. Comme ça, moi, ça infuse partout. Si tout le monde, en plus, est formé et sensibilisé personnellement, c'est beaucoup plus facile d'en parler aux collègues, d'un projet, etc. Ça a beaucoup plus de sens, on comprend pourquoi on le fait. Et d'éviter aussi le risque, c'est tout ce qui est effet rebond quand on commence à faire des actions de réduction. Et en fait, le fait que tout le monde soit sensibilisé, ça évite ces effets rebonds, parce que peut-être qu'il y a un effet rebond qu'on ne voit pas forcément, en fait, et que d'autres personnes peuvent le voir et sont prêts pour justement les faire remonter aussi. Ouais, ça donne un peu l'exemple aussi. Ouais. Ok. Et par contre, il y a l'effet de la sensibilisation qui est... En fait, sensibiliser, etc., ça fait plein de petites actions qui ont un tout petit impact. Alors c'est bien, on vient de dire que c'est hyper important de les faire, mais des fois il y a des personnes aussi qui ont ce sentiment d'urgence climatique et qu'en fait il est temps de faire des grandes actions aussi. Est-ce que les entreprises que vous accompagnez, elles ont aussi cette ambivalence entre on est obligé de prendre ce temps de formation, de sensibilisation, mais en même temps il faut vraiment avancer très vite sur la décarbonation?
Alors oui, alors bien sûr que forcément, enfin, ça c'est toujours en fonction du niveau de sensibilisation. Il y en a qui disent ah mais non mais il faut laisser tomber les petites actions, alors que le but aussi c'est d'embarquer le plus de personnes possible et on n'embarquera pas le plus de personnes possible si on ne commence pas par les petites choses du quotidien. Par contre, il faut quand même être capable de communiquer sur le plan d'ensemble et sur les grosses actions et l'échéance dans laquelle on va les mettre en place. Sinon, forcément, le risque, après, c'est que ça passe pour du greenwashing et que en fait, des personnes soient déçues. Ouais. Donc oui, il faut vraiment jouer sur tous les tableaux. Et c'est pour ça que nous, on dit qu'il ne faut pas se concentrer que sur les actions court terme. Il faut lancer le court terme pour mettre en mouvement l'entreprise et communiquer sur cette vision long terme pour que tout le monde puisse voir l'ensemble du plan d'action de l'entreprise. Ouais, bon, comme souvent, en fait, on peut pas choisir entre l'un et l'autre, il faut faire les deux, le court terme et le long terme. Ok, on arrive à la fin de cet entretien. Je demande toujours si vous avez un conseil écolo au boulot à donner aux personnes qui écoutent. Alors, moi je dirais que le conseil, c'est... faut pas hésiter à se lancer, à faire son bilan carbone, à avoir une stratégie climat. Peut-être qu'en fait, vous vous dites je suis pas la bonne personne parce que c'est pas mon sujet, mais on voit de plus en plus de personnes au sein d'une structure qui sont sensibilisées, qui ont envie d'agir et qui demandent et en fait qui ont un retour favorable en fait de leur direction. Donc surtout, allez-y. N'attendez pas en fait que ça vienne. Enfin, soyez acteurs et bougez-vous pour faire bouger vos entreprises. Ok. Ce serait quoi pour vous l'argument phare pour convaincre une direction de faire son bilan carbone? Il y a plein de raisons. Oui, je suppose que vous y avez beaucoup réfléchi. Si je reste sur la partie collaborateur, je pense que d'un point de vue attractivité, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé en fait, par les collaborateurs. C'est une manière d'avoir des nouveaux profils et aussi de garder ceux qui sont là en leur montrant qu'en fait on prend en compte un sujet qui est quand même très important pour l'avenir, pour notre avenir à tous. Donc, ouais. Ok, ça marche. Écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Si on veut plus d'informations sur WeCount, si on veut être formé, si on veut utiliser vos outils, où est-ce qu'on vous trouve ? Alors, nous on est lyonnais, donc vous pouvez nous trouver au H7 et sinon vous pouvez aller sur notre site internet www.wecount.io. Ouais, et je mettrai le lien en descriptif de l'épisode, comme ça vous pourrez cliquer directement. Merci beaucoup. Ce que je retiens de cet entretien avec Marine de WeCount au sujet de la comptabilité carbone, c'est qu'en impliquant tous les salariés dans la démarche, ça permet de les sensibiliser et de les former à ces questions pour que l'impact climatique soit évalué systématiquement dans toutes les activités de l'entreprise. Et ça, c'est valable quelle que soit la taille de l'entreprise. Je crois que maintenant, il faut se dire qu'à la manière dont on fait de la comptabilité financière aujourd'hui, demain, on fera de la comptabilité carbone. Ensuite, je suis toujours surprise de voir à quel point travailler en collectif crée une émulation positive. Les entreprises entre elles qui participent au programme se motivent et partagent leurs bonnes pratiques. Les salariés comparent leur empreinte carbone. Ça crée une curiosité qui pousse à s'intéresser au sujet. Et ça, c'est un point vraiment intéressant. Pour agir au niveau individuel, quand on travaille, on note bien que c'est autour des gestes liés au déplacement, au numérique et à l'alimentation qu'on peut réussir à réduire notre empreinte carbone professionnelle. Bien sûr, nos actions personnelles sont limitées, mais agir sur le court terme permet de se mettre en jambes pour avancer vers des objectifs à plus long terme. On retient donc que dans l'urgence climatique, on est quand même obligé de prendre son temps tout en voyant à long terme. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, que vous y avez appris des choses et que Marine a pu vous motiver à engager votre structure dans cette voie et, comme elle l'a dit, à bouger votre entreprise. Osez agir. C'est un conseil qui revient souvent dans ce podcast, non ? J'espère que vous êtes déjà en train de mesurer votre empreinte pro et de la partager à vos collègues. Je vous laisse découvrir tout ça. On se retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, inscrivez-vous à la newsletter Écolo au boulot pour recevoir chaque mois un dossier éco-geste et l'invitation au prochain atelier Écolo au boulot. En mars, on parlera, surprise, de comptabilité carbone.
Le lien est dans la description de cet épisode. À très vite, ciao!